Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 septembre 2021 et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Les rendez-vous de la semaine sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting audio et écrit d'Anthony Bondin, tous les jours Planète Bourse de Roxane Nojac qui réalise également tous les vendredis sa vidéo Pump and Dump, et comme tous les mardis on se retrouve pour les marchés en action avec un sommaire en 3 points, focus marché, top flop macro et ensuite analyse graphique. Alors que se passe-t-il sur les marchés ? Les indices boursiers corrigent de nouveau après les rebonds techniques opérés la semaine passée. Souvenez-vous, lundi dernier, on se fait une grosse frayeur et puis mardi, mercredi, jeudi, on remonte. La Chine, en tous les cas la société Evergrande, avait rassuré à très court terme sur un paiement qu'elle devait réaliser jeudi dernier. Ça a suffi donc aux indices pour reprendre un peu de hauteur, mais attention, techniquement parlant, les dynamiques baissières de court terme demeurent sur indices américains et européens. Ce n'était qu'un rebond technique pour le moment. Nous le verrons dans la partie graphique. Le CAC 40, le DAX et le S&P 500 échouent sous leur MM50 respectives et reprennent le sud aujourd'hui. Les plus hauts de la semaine faisant actuellement pivot. Si on arrive à redépasser les plus hauts de ce début de semaine sur chacun de ces indices, on pourrait donner une impulsion haussière et repartir dans l'autre sens, mais à court terme, de nombreux facteurs pèsent. D'une part, donc, vous avez le dossier Evergrande qui est loin d'être clos. Les investisseurs attendent les derniers développements concernant le géant immobilier chinois endetté au bord de la faillite, entre 250 et 300 milliards de dettes. Sur ce dossier, on parlait de Lehman 2.0 lundi dernier, c'est pour ça que le CAC 40 avait perdu 2%, puis dans la foulée, la société communique et rassure à très court terme, mais elle a rassuré un petit peu. Aujourd'hui, on apprend que la Chine intervient sur ce dossier, alors que beaucoup de personnes disaient que la Chine n'interviendrait pas puisque c'est un groupe privé. Eh bien, la Chine intervient sur le dossier Evergrande et organise le rachat de certaines activités du groupe en difficulté par des sociétés d'État. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'à très court terme, le dossier Evergrande, on va dire que il est un peu endigué puisque géré par l'État chinois, dont on sait qu'il a les poches pleines, qu'il peut imprimer à foison et qu'il peut sauver la société. Mais ça montre aussi le côté presque systémique de ce dossier, dans le sens, enfin systémique peut-être pas pour le monde entier, mais en tous les cas pour la Chine, ça pourrait faire un tremblement de terre si tous les clients, tout le secteur était impacté pendant trop longtemps. Donc le fait que la Chine intervienne nous montre aussi à quel point c'est un sujet d'importance qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Il n'y a pas que le dossier Evergrande, et c'est ça le problème, il y a aussi les révisions à la baisse de la croissance en Chine. Cette nuit, Goldman Sachs et Nomura ont dégradé leurs prévisions de croissance 2021 pour la Chine. Goldman Sachs n'attend plus que 0% du coup de croissance au troisième trimestre. Il y a actuellement des pénuries d'électricité en Chine qui ralentissent la production et qui pourraient déstabiliser les chaînes d'approvisionnement qui elles-mêmes sont déjà déstabilisées depuis un certain temps. Donc voilà, une situation macroéconomique qui se dégrade en Chine et là aussi donc des problèmes avec l'énergie. L'énergie qui est peut-être en fait le sujet du moment plus qu'Evergrande, puisqu'on a les prix de l'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz, qui sont sur des trajectoires très haussières. Alors haussières de très long terme pour le gaz, qui est sur des plus hauts de plusieurs années, un peu moins sur le pétrole, qui fait quand même des plus hauts et des plus bas depuis 2008. Mais voilà, sur les dernières semaines en tous les cas, tendance haussière, les prix de l'énergie augmentent, et ça, à terme, ça pourrait pénaliser la croissance économique dans les pays développés, à court terme, mais aussi cet hiver. Et puis, cela pourrait aussi commencer à peser sur les marges des entreprises.
Et enfin, les prix de l'énergie à la hausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire pression inflationniste. Et plus on a de pression inflationniste, plus ça pousse les banques centrales à devoir revoir un peu leur copie et à anticiper d'une part le tapering, donc le ralentissement des achats d'actifs, et d'autre part des hausses de taux à terme. Donc l'énergie, c'est d'une part une baisse de pouvoir d'achat pour les particuliers, une baisse des marges potentielles pour certaines entreprises, et c'est aussi problématique au regard des politiques des banques centrales. Donc voilà, on a des marchés qui globalement à moyen terme sont neutres. Sur le CAC 40, on regarde sur les 3-4 derniers mois, c'est neutre. On a un soutien des banques centrales, mais il va s'affaiblir. On a une macro qui est bonne, mais qui se normalise. On a une Chine qui ralentit. On a l'énergie un peu comme un caillou dans la chaussure. Donc c'est pour ça qu'on assiste à des dents de scie, en fait, sur notre indice parisien entre 6003 et 6009 depuis 2-3 mois. Voilà. Donc si on a des bonnes nouvelles sur Evergrande, si les prix de l'énergie se calment, si les banquiers centraux essayent d'éteindre le feu, voilà, ça c'est le genre d'ingrédients qui peuvent permettre des rebonds techniques. Mais à court terme, en tous les cas, voilà, que ce soit techniquement ou fondamentalement, on a des poids qui viennent peser sur des indices qui perdaient un peu de vitesse après des hausses magnifiques depuis un an. Et il est donc légitime, voilà, qu'on perde un peu de terrain. Et qui dit perdre un peu de terrain dit revenir dans des zones d'achat attractives. On verra ça dans la partie graphique. Pour finir avec l'énergie, le pétrole WTI retrouve son record annuel à 77 $. Du coup, ça booste l'ensemble du secteur, les sociétés pétrolières comme Total Energy, les sociétés parapétrolières comme CGG, comme Vallourec. Et ce secteur-là tire son épingle du jeu ces dernières séances, malgré une certaine pression sur les indices. Il y a deux autres secteurs qui tirent leur épingle du jeu, mais on en parlera plus tard. C'est le tourisme et l'aviation, parce qu'on parle à l'heure actuelle de réouverture. Du coup, c'est assez spécial comme marché parce qu'on assiste à des rotations très fortes. Vous avez des secteurs qui baissent et des valeurs qui étaient jusqu'ici fortement haussières qui baissent fortement. Je pense aux rouleaux compresseurs, Esker, Sartorius, Téléperformance et d'autres. Donc c'est pour ça que j'ai fait une partie spéciale sur ces actions-là dans l'émission du jour. Donc voilà, on a des dossiers défensifs qui montent, des dossiers délaissés qui montent, des dossiers en rapport avec la réouverture et l'énergie. Et par contre, le reste, les bons élèves, les dossiers jusqu'ici haussiers, eux, pâtissent du ralentissement des indices. Les métaux précieux, eux, repartent à la baisse. Actuellement, l'inflation tire tellement sur les taux et donc sur le dollar que ça fait baisser les métaux précieux qui sont cotés en dollars bien évidemment. Enfin, le Bitcoin stabilise à 42 000 $, mais il semble toujours fébrile, corrélé au risque. Je vais vous le montrer dans quelques instants avec quelques graphiques. Donc, qui dit pression sur les indices, dit pression sur le Bitcoin et les cryptos en général. Sauf quelques altcoins qui, de ci, de là, tirent leur épingle du jeu comme d'habitude. Un peu comme sur le marché action. On va passer au top flop. Alors ici à gauche, donc un graphique de ces fameuses marges. Ici les marges des sociétés du S&P 500. Ce qui justifie que les indices soient montés aussi haut, aussi vite, aussi fort et que les indices américains soient actuellement sur des records historiques, c'est que les bénéfices et les marges des entreprises américaines sont eux aussi à des records historiques. Simplement, ça, c'est le passé. Ce sont ces 12 derniers mois. C'est la fameuse reprise en V. C'est un retour sur des records historiques en termes de chiffre d'affaires, de résultats d'entreprise, etc. C'est dû à une reprise extrêmement dynamique, historique, soutenue par des plans de relance à répétition. Et tout comme on l'a vu, on assiste depuis 2-3 mois à une normalisation de la macroéconomie. Qui dit normalisation de la macroéconomie, dit stabilisation des indices et peut-être aussi normalisation des marges et des bénéfices des entreprises du S&P 500. Donc le passé nous explique, cette statistique nous explique pourquoi on en est là. Maintenant, on manque un peu de catalyseur pour justement réussir à gravir de nouvelles marches. C'est ça qui fait tout sauter les indices. On en a parlé, il y a la Chine qui pèse, l'inflation, l'énergie, des indices qui sont un peu en manque de catalyseur. C'est la raison pour laquelle on assiste à des prises de bénéfices et vous pouvez ici voir qu'on a la plus forte sortie de capitaux du marché action depuis le Covid en fait. Voilà.
On a eu des flux entrants absolument historiques ces 12 derniers mois en continu. Et là, pour la première fois, ça commence à se tendre un petit peu. Tension sur les taux d'intérêt, des marchés qui sont correctement évalués, normalisation macroéconomique, tout ça voilà, fait qu'on stabilise et que certains investisseurs sortent du marché action, concrétisent des gains après de belles performances. On en parlait en introduction, il y a une thématique actuellement, c'est la réouverture. C'est la raison pour laquelle le secteur de l'aviation et le secteur tourisme reprennent des couleurs. C'est la thématique qui est depuis une semaine, depuis que les États-Unis parlent de réouverture au trafic des personnes vaccinées. C'est pour ça qu'on a vu Air France reprendre 10-15%, ADP. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on a vu plus ou moins les mêmes sociétés rebondir que lors de l'annonce du vaccin le 9 novembre dernier. Souvenez-vous, nous sommes en novembre dernier, les marchés se cherchent depuis 2-3 mois, le CAC 40 glisse petit à petit. Et à ce moment-là, on apprend que le vaccin sort. Et là, on a les valeurs, on va dire, corrélées, étiquetées Covid, plus ou moins Covid. Et dedans, vous avez bien évidemment l'aviation, avec du Air France, du ADP, etc. Mais vous avez aussi du Vinci, la construction, mais vous avez aussi du Accor, l'hôtellerie. Et donc, ce sont plus ou moins les mêmes valeurs qui, depuis une semaine, depuis qu'on parle de réouverture aux États-Unis, de baisse du nombre de cas de Covid, c'est aussi ce que montre ce graphique aux États-Unis. Donc voilà, c'est la thématique réouverture. Et c'est ce qui permet à ces secteurs-là de surperformer. Alors quand on fait du trading, quand on fait de l'investissement, en fait c'est super frustrant comme période. Parce qu'on se dit je vais faire du trend following sur des bons élèves. Et puis si vous avez acheté du Sartorius, du Esker, du Téléperformance il y a 3-4 mois, ça va, vous êtes content. Il y a 1 an encore plus, il y a 2 ans, 3 ans, c'est génial. Si vous êtes rentré ces 2 dernières semaines sur ces dossiers-là et que là vous voyez les mauvais élèves comme Air France monter et les beaux rouleaux compresseurs baisser, c'est un peu frustrant. Mais ça, c'est 10 séances dans l'année. Il faut bien le comprendre. Cette rotation sectorielle ultra forte, on l'a vu, donc, comme je vous le disais, du 9 novembre dernier à fin novembre dernier, fin 2020. Et c'est momentané. Voilà. Ensuite, les bons dossiers reprennent en théorie leur marche en avant et les dossiers qui sont des mauvais élèves qui ont opéré leur rattrapage technique et sur lesquels il y a eu une spéculation qui s'est faite, sont ensuite de nouveau un petit peu délaissés. Donc voilà, on a fait un beau chemin, il y a du monde qui sort, il y a des thématiques à jouer pour ceux qui le veulent, notamment la réouverture. Attention à la Chine, toujours avec des chiffres macroéconomiques extrêmement mauvais, mais d'un autre côté, ça me fait penser que l'État chinois va intervenir, il intervient déjà sur Evergrande et je ne serais pas étonné qu'il intervienne de nouveau aussi avec des plans de soutien au marché et à l'économie. Donc c'est un peu le concept de l'adage « bad news is good news », une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Plus la macroéconomie chinoise se dégrade fort, vite, plus la Chine sera tentée d'intervenir. Toujours sur la Chine, donc ça ce sont les paiements que va devoir payer Evergrande sur ses obligations. Il y en a pour des années, il y en a pour des milliards et des milliards. Donc le dossier Evergrande n'a potentiellement pas fini de faire parler de lui. Néanmoins, il a eu un effet extrêmement puissant. Performance boursière des principaux promoteurs immobiliers. Vous voyez ici certaines sociétés, Evergrande, Cynic, House, qui ont perdu 85-90%. Donc là, si la Chine intervient à court terme et tente d'endiguer la crise immobilière, voilà, est-ce que le pire, en tous les cas, dans les baisses boursières, n'est pas derrière nous, même s'il y a une problématique pour les porteurs d'obligations d'être payés à moyen long terme. Pour le secteur, en tous les cas, si le gouvernement intervient, c'est bien qu'il souhaite arrêter l'hémorragie. On en revient à l'énergie toujours avec la hausse des prix du gaz, plus d'un triplement des prix du gaz en Angleterre. Là, c'est vraiment la folie parce que il y a les prix du gaz qui s'envolent et en plus de ça, il y a un oil run. Vous savez, le bank run, c'est quand tout le monde va à la banque retirer son argent, comme dans la crise de 1929. Là, c'est oil run, tout le monde va à la pompe pour chercher de l'essence.
Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y aurait des pénuries en Angleterre, etc. Tout le monde est allé chercher de l'essence, du coup c'était autoréalisateur. Maintenant il n'y a plus d'essence nulle part, ils sont obligés de mettre les militaires pour redistribuer l'essence et pouvoir faire repartir l'économie. Donc vous voyez là que l'énergie impacte à court terme et fortement. Et à moyen terme, c'est un graphique que je vous montrais déjà la semaine dernière, il y a quand même un rapport, hein, bien évidemment, entre les hausses de l'Eurostoxx ici en blanc, les hausses et les baisses de l'Eurostoxx, et les hausses et les baisses des marges des sociétés de l'Eurostoxx. On peut voir que les marges sont revenues à des niveaux sur des plus hauts de 12-13 ans récemment grâce à cette fameuse reprise en V, à la reprise post-Covid. Mais si les prix de l'énergie deviennent trop élevés, ils pourraient impacter négativement les marges des entreprises qui pourraient retomber et donc faire pression sur les indices. Autre sujet, un simple graphique pour vous montrer à quel point le digital explose, les ventes en ligne notamment. On pense à ventunique.com, on pense à showroom privé, LDLC. Avec le Covid, en fait, le e-commerce a gagné, je dirais, 5 ou 6 années de hausse habituelle. Le poids des ventes en ligne est passé d'un coup de 9-10% à 13-14%. Voilà, on aurait dû être à ce niveau-là dans 5 ou 6 ans, là on l'a fait en 1 an et demi. C'est ce qui explique justement les remontées des sociétés que je viens de vous citer. Il y a eu beaucoup d'effets du Covid, hein. Il y a eu beaucoup d'effets sur les marchés, il y a eu beaucoup d'effets sur les habitudes des gens, il y a eu bien évidemment un impact à échelle planétaire sur la distribution des richesses. C'est mon petit côté gauche révolutionnaire qui vous parle. 1,1% de la population mondiale détient 45,8% des richesses. 1%, près de 50%. Et 12% de la population mondiale détient 85% des richesses. Voilà. Donc il y a 88% de la population mondiale qui se partage 13-14%. Voilà, c'est le ruissellement, c'est génial, c'est le capitalisme. Ce graphique-là, vous l'avez déjà vu, mais il y a quelques mois, c'est le Goldman Sachs Non-Profitable Technology Index, c'est-à-dire que c'est un indice des valeurs cotées au Nasdaq, mais qui ne gagnent pas d'argent. Donc c'est un peu comme en 2000-2001, la bulle des technos, on a des boîtes qui ne gagnent pas un centime, qui s'envolent, certaines d'entre elles deviendront des leaders, d'autres finiront à zéro. On est en pleine euphorie parce que il y a une digitalisation historique, comme je viens de vous le dire. Le Covid a accéléré les choses. C'est l'ère d'Internet, le numérique, le digital. C'est un méga trend. Après, est-ce qu'on va pas un peu haut, un peu vite? Est-ce qu'on n'est pas dans des excès? En tous les cas, sur ces sociétés-là, je vous pose la question. D'autant plus qu'à court terme, il va falloir faire attention. Parce que la macroéconomie commence à bien chauffer, l'inflation remonte fortement, les taux se tendent aux États-Unis et les taux c'est mauvais pourquoi? On l'avait vu il y a quelques mois, les taux c'est mauvais pour les valeurs de croissance et notamment les GAFA, et c'est aussi parce que les taux remontent à court terme que certains rouleaux compresseurs haussiers, qu'on a cités plusieurs fois depuis le début de l'émission, consolident. Donc les bons élèves, les élèves les plus haussiers jusqu'ici, les belles valeurs trend following françaises ou européennes ou encore les GAFA, elles sont très sensibles aux taux, donc attention à cette inflation, ces remontées de taux à court terme. Je pense que l'énergie et l'inflation sont des thématiques qui sont là à court terme encore plus importantes que la Chine. Et puis on finit avec le Bitcoin, un graphique depuis 2016 qui montre que graduellement, j'ai bien dit graduellement, si on trace une droite, la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin augmente. Le Bitcoin peut donc être caractérisé d'actifs risqués. En gros, les actifs risqués montent quand il y a de l'appétit pour le risque et baissent quand il y a de l'aversion pour le risque. Ici, vous avez un graphique du Bitcoin et du S&P 500 depuis 1 mois et demi et c'est une copie conforme. Donc le Bitcoin n'est pas un refuge, il est un actif risqué, un actif de spéculation qui est un actif magnifiquement haussier à très long terme et très intéressant à étudier. Mais c'est un actif risqué. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. J'ai essayé d'être assez exhaustif, d'expliquer les mécanismes, fonctionnement, macroéconomie, taux, etc.
J'espère avoir été compréhensible. Vous me direz ça dans les commentaires. On va passer à la deuxième partie d'émission. On va regarder indice Forex matières premières rapidement, puis on passera à vos actions préférées. Première catégorie, les rouleaux compresseurs. Donc j'ai choisi presque 10 valeurs dans les plus belles valeurs qu'on étudie depuis ces derniers trimestres. Parmi les plus belles valeurs, les plus beaux rouleaux compresseurs de 2021. On en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, je vous avais amené sur le sujet, je vous avais montré des valeurs et je vous avais dit, vous voyez, il y a le niveau de repli 1 et puis il y a le niveau de repli 2 et moi je serais quand même plutôt favorable à un niveau de repli 2. Je pense notamment Air Liquide, on avait dit niveau de repli 1 et même 200, niveau de repli 2... le bas de canal à 135 €, c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Je pense à Alphen, où on avait parlé des 88-90 € en repli 1, mais MM200 en repli 2. Et j'ai de plus en plus ce sentiment que les replis en cours ne sont pas forcément terminés. Ce qui est en soi une bonne nouvelle pour ceux qui ont pris des stops ou qui avaient des liquidités ou qui attendaient depuis un certain moment, parce que si les indices corrigent encore de quelques pourcents, ces bons gros dossiers pourraient craquer en quelque sorte sous l'aversion au risque et opérer des retracements assez violents qui nous donneraient de beaux points d'achat. Et c'est surtout à cette conclusion à laquelle je veux arriver. On verra la thématique réouverture, Accor, ADP, Air France, tout ça. Je vous avouerai que c'est pas ma came, c'est pas les plus beaux dossiers du marché. Et je pense qu'il y a au moins la moitié du potentiel qui est épuisé à court terme sur ces valeurs-là, sur cette thématique-là. Et puis on finira par quelques exemples de Phoenix, GLB et Trend Following, les spécialités de cette émission. Voilà, c'est l'heure de la pause musicale et on se fait encore Hans Zimmer comme la semaine dernière. La semaine dernière c'était Interstellar, cette semaine c'est Inception. Doux bruit de la machine à café. Oui, l'émission du jour arrive un peu tard, forcément. Quand le marché baisse de plus de 1%, je reçois des dizaines et des dizaines de messages. J'en profite pour remercier et rappeler à tous ceux qui me proposent des valeurs, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, en message privé, par email. Je fais de mon mieux pour faire un maximum de vos demandes. Je suis bien obligé de sélectionner par moment. Mais en tous les cas, je voulais vous remercier pour toutes les actions proposées. Allez, on reprend notre émission. Donc ici, on regarde le CAC 40. Le CAC 40, il n'y a pas de doute, il est haussier à long terme, comme tous les indices boursiers. On peut considérer du moyen long terme ce canal haussier ici depuis mars 2020, donc depuis le Covid. Après, vous en conviendrez, quand on parle un petit peu plus court moyen terme sur le mois écoulé ou bien les 2-3 derniers mois écoulés, voilà, on est dans une zone de neutralité, une zone entre 6002 et 6009. Alors bien évidemment, ce que j'espère à moyen terme, c'est qu'on arrive
à latéraliser un certain temps, puis sortir par le haut de cette consolidation pour aller chercher de nouveaux records historiques, les 7000 voire les 7500 points. C'est ce que j'espère pour nous tous, investisseurs, traders, des marchés haussiers, c'est quand même plus plaisant. Simplement, depuis 2-3 mois, j'essaye d'alerter sur le fait qu'on plafonne, qu'il faut savoir prendre des bénéfices, qu'il faut savoir peut-être opérer un peu plus à court terme, couvrir son portefeuille, avoir des liquidités pour pouvoir profiter d'un éventuel repli. J'attendais ce repli vers 6004, le rebond a été là et rapidement. La semaine dernière, fin de semaine dernière, j'ai expliqué que pour moi ça restait un rebond technique. Le marché est lourd pour le moment, il n'en demeure pas moins relativement neutre autour des 6600 points depuis 3 mois. Voilà. Si dans les séances qui viennent, que ce soit grâce à Evergrande, banquiers centraux, que sais-je, on arrive à dépasser les 6700 points, on va dire 700-720 points pour de bon, à repasser au-dessus des mêmes 50, à repasser l'oblique baissière qui passe ici par les plus hauts, on casse la dynamique en cours depuis 6 semaines, dynamique de consolidation, de correction, et on repart à la hausse. Tant qu'on reste sous les 6007, on peut soit latéraliser, soit consolider encore. On a encore un gap à clôturer à 6470 points sous nos pieds. Et puis, sait-on jamais, fonction des news, on pourrait revenir chercher les 6004 ou les 6003. Au final, c'est plutôt sain comme mouvement. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui s'était passé l'année dernière. L'année dernière, on était monté très fort, très vite à 5002. Et on avait latéralisé pendant 4-5 mois. Voilà, là on vient de passer, faut pas l'oublier, en novembre dernier on était à 4600 points, on est monté à 6900 points, on a gagné 50% sur le CAC 40 en 9 mois. Tout le monde est habitué au fait que les marchés ne puissent que monter, que la bourse ça peut que monter, qu'il faut toujours acheter. Mais il faut savoir prudence garder, prendre du recul. On est dans une phase de consolidation horizontale pour le moment et on peut revenir, dans le cadre de cette consolidation horizontale, venir chercher de nouveau les zones basses, peut-être pour prendre de l'élan. C'est dans tous les cas ce que j'espère à moyen terme. Soit s'arrêter à 6005 ou clôturer le gap à 6470, soit aller carrément à 6002. Si on venait à 6002, on viendrait sur le bas du range, on viendrait chercher MM200, on viendrait s'approcher du bas du canal haussier de moyen terme. Au moins ce serait fait. On pourrait dire qu'une vraie correction de 15% aurait eu lieu, qu'on est revenu sur des bons seuils, sur des bons dossiers, et on pourrait se replacer à l'achat un peu plus sereinement. Moi, pourquoi je donne des alertes tout le temps là depuis plusieurs semaines, c'est parce que je suis pas serein. Je sens qu'il y a un potentiel restreint sur les bons dossiers et un potentiel correctif sur les indices qui patinent, donc je ne peux m'empêcher de vous le communiquer, sans pour autant être catastrophiste, ni baissier à long terme, sans parler de crack, etc. Juste de consolidation, de construction, de correction nécessaire au vu aussi de l'actualité. Bon, je pense que j'ai été compris. Le pétrole, voilà, il vient de faire un magnifique swing de 62 à 77. Il serait légitime qu'il fasse une pause. Il vient de toucher ses plus hauts annuels. C'est une grosse résistance qui date de 2018. Il n'est pas dit qu'on la passe pas avec ce qui se passe actuellement, mais voilà. Dans tous les cas, à court terme, on a fait un move. On est passé d'un pullback sur MM50 à un mouvement haussier. On vient de faire 6 séances consécutives de hausse. On vient de prendre 700 points. Donc, il est légitime qu'on assiste à des prises de bénéfices sur le pétrole. Sur l'or, donc pression baissière, qui dit pression haussière sur l'inflation, les taux, le dollar dit pression sur l'or, et pression encore plus forte sur l'argent qui sous-performe l'or ces derniers temps. Quand je vois ce graphique, je me dis que on n'est pas loin que l'argent se fasse une frayeur et peut-être fasse une marche baissière supplémentaire. Si on casse violemment les 21,50, 22 $, on pourrait aller chercher les 20 $. Pour ceux qui font du DCA, du long terme, ce serait une bonne nouvelle. Ça permettrait d'en acquérir à meilleur prix. Et puis, on finit avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est dans une sorte de zigzag à court terme. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Ça tient à la zone des 40-42 000, ancienne zone de résistance devenue support. C'est un peu comme sur les indices, c'est aussi à long terme, plutôt aussi à moyen terme, mais dans une correction baissière de court terme. De toute façon, sur les bitcoins et l'Ethereum, je préconise le DCA. On achète un peu tous les mois, que ça monte ou que ça baisse. Et on n'essaie pas de faire du trading à court terme en levier, c'est le meilleur moyen de se cramer.
Voilà, on a fait le tour de ces différents actifs, de la macro, de ma lecture, de mon ressenti des marchés. On va commencer donc la liste des rouleaux compresseurs. Alors la semaine dernière, j'avais déjà fait ASML et on avait vu donc qu'il y avait un petit support à court terme, mais qu'un retour sur support sur ASML, ce serait plutôt 650, on est à 680. Si ça devait être un peu plus profond encore, on pourrait peut-être aller vers les 600 euros, d'autant plus qu'on a des gaps qui ont été laissés ouverts, notamment ici. C'est pour ça que j'ai mis un petit rond autour de 600 euros. J'essaye de tout prévoir. Voilà, soit une baisse presque terminée, soit on va à 6200 sur le CAC, on perd 5-6%, on se fait une frayeur et donc une vraie correction. Si c'est le cas et que ASML passe de 750 à 600, elle perd 20-25%. Elle vient combler un gap, elle vient chercher un niveau de prix travaillé, il y a la MM200 qui arrive en soutien, et donc ça, ce serait une superbe opportunité d'acheter un dossier de qualité sur repli significatif. Et c'est la même chose pour toutes les valeurs qu'on va voir. ASM International, même chose. Là, on vient d'arriver sur la MM50. Si on descend encore d'un cran, il y a le seuil psychologique des 300 euros. Et sous 300 euros, c'est vraiment de la grosse opportunité. La zone des 280 a été très travaillée en début d'année. Il y a la MM200 qui arrive en soutien. Donc voilà, on a perdu ici 10-15%. Ça deviendrait très attractif si on en reperdait 10 de plus. D'où ma prudence, mon attentisme un petit peu. CMCOM, pareil. Ici, donc dossier, trend following, on fait des vagues. On est dans une vague corrective qui a déjà commencé depuis un petit bout de temps. Vous voyez ici, correction, redémarrage. Ici, on est dans une correction. Les anciens plus hauts, hop, il y a les anciens plus hauts ici et là. Donc là, on a une zone de prix d'importance autour de 33. En dessous, on a la MM200, pareil, en rappel à 31,50. Donc si CMCOM qui a déjà perdu 20% en perdait 10-12 de plus, là, on arriverait dans de la super zone. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tous les cas, je préfère tout prévoir. D'autant plus que sur certains dossiers, c'est un peu du jouet cassé quand même. Regardez Dassault Systèmes. On avait un mouvement haussier, un mouvement d'accélération haussière, et là, bam, jouet cassé. Cassure de la dynamique haussière de court terme et début d'une correction. En 2 secondes, on casse la MM50 avec violence et on continue de baisser. Donc là, on essaye de prendre du recul sur la situation. On essaye de se rendre compte du rythme de progression historique du dossier ces dernières années. On essaye de se rendre compte à quel point on est parti complètement à la verticale ces derniers mois. Et que un retour de Dassault Systèmes à vers 40 euros, ce serait une superbe opportunité. Alors oui, ça fait plus de 20% de baisse par rapport au plus haut, mais ce ne serait pas la première fois qu'elle perd 20% dans un mouvement correctif. Et elle vient de faire 100% de hausse. Donc ça me paraît bas, d'autant plus... Non, ça me paraît bas. Mais voilà, ça montre en tous les cas la place qu'il y a avant de revenir sur des gros supports de moyen terme, et étant donné le chemin parcouru ces derniers mois. Et en tous les cas, à court terme, ça ressemble à un jouet cassé, donc ça veut dire qu'au mieux, même si ça rebondit, on va latéraliser, travailler la zone un certain temps. Esquerre, parfois elle fait un trou d'air sous MM50 et elle repart. Parfois c'est un peu plus profond, comme ici, en février-mars. Si on prend la baisse qu'on a eue ici en février-mars, qui était à la hauteur de la hausse précédente, entendons-nous, ça nous donnerait un retour d'Esquerre vers 240 euros. À 230, on a la MM200. Qu'est-ce que les 230 euros? Ce serait donc c'est une zone, c'est entre 230 et 245. 245, c'est les récents plus bas, c'est les anciens plus hauts de février 2021. 230-35, c'est la MM200. Donc ça dépend à quelle vitesse on baisse, si on doit continuer de baisser, quelle profondeur est la correction, si elle doit perdurer. En tous les cas, à court terme, ça perd de sa superbe. Est-ce qu'il faut se ruer à l'achat sur tous ces beaux dossiers de qualité à la moindre baisse? Vous pouvez voir aussi à quel point ils sont violents. Le CAC 40 au final ne perd que 2% en 2 jours, Esquerre perd 6 ou 7%, c'est-à-dire que
tiennent ces valeurs haussières et belles, ces beaux rouleaux compresseurs de moyen long terme très longtemps, mais à un moment donné, quand le poids sur les indices devient un peu trop fort et que ça craque un peu en termes de psychologie, bah là pareil, ça lâche un bon coup sur ces valeurs qui étaient préalablement montées au ciel. Eurofins pareil. Il faut se rendre compte du rythme de progression qu'on avait avant et du rythme qu'on a adopté ces derniers mois. On va trop haut, trop vite, trop fort. On fait un double top sur Eurofins, on casse le support de court terme, on casse MM50 dans la foulée. Et là, on a un beau gap sur Eurofins à 102 euros. Entre 102 et 104, il y a un gap qui a été laissé ouvert le 5 août dernier. Et voilà, un retour à proximité des 100 euros sur Eurofins, ce serait superbe. On serait passé de 127 à 100, on aurait corrigé de 20 bons pourcents, on serait revenu sur le rythme de hausse qui était en place depuis un an. Voilà, le rythme de progression de ce titre-là, c'est ça normal. Donc, les marchés aiment bien corriger les excès par des excès. Si on a fait un excès haussier un peu fort, on peut faire un excès baissier un peu fort et revenir comme ça gentiment vers les normales saisonnières, vers le mouvement habituel de ce titre. En tous les cas, on voit bien que ça a poussé trop vite, trop fort et que là, les vendeurs à court terme s'en sont emparés. Et j'attendrai au minimum sur ce type de dossier le gap ici à 102 euros. Après, voilà, vous avez plein de dossiers. Et certains atteindront des zones d'achat, d'autres vont frôler vos zones d'achat et repartir sans vous, d'autres vous serez fait un peu tôt. C'est pas grave, ce qui compte c'est de faire une présélection de beaux dossiers de qualité et définir les zones de repli 1, les zones de repli 2 et des plans de secours au cas où ça part complètement en sucette. IMCD pareil, une des valeurs vraiment trend following les plus belles depuis le Covid, un rouleau compresseur magnifique. Là, on est sur MM50, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas retrouvé. C'est une correction, voilà, une consolidation de type 1. Ce qui serait super sur un titre comme ça, ce serait au moins de combler le gap ici à 148, 151. Pareil, sûrement suite à une publication début août. Ça permettrait, voilà, de faire une correction peut-être en 2 temps, de revenir graduellement, de combler ce gap, que la MM200 ait le temps d'arriver comme ça en soutien dans les semaines qui viennent. Et ça ferait pas de mal. Voilà. On monte, on consolide, on repart. Sartorius, même config, même combat, jouet cassé. Et Sartorius, je l'adore, c'est une des valeurs trend following que je suis depuis des années, que j'adore, mais regardez son comportement. Elle monte, jouet cassé, boum, elle consolide. Elle monte, jouet cassé, boum, elle consolide. Elle monte, jouet cassé, pareil, bim, elle s'en prend une, elle perd 15% en 2 jours. Parce que c'est des crowded trades. Les crowded trades, c'est les trades sur lesquels il y a tout le monde. À force d'être les meilleurs, à force de toujours monter plus fort, à force de casser les plus hauts, SKR, Sartorius, Eurofins, sont devenus des crowded trades. Il y a de plus en plus de monde dessus, puisque c'est les plus belles, les plus fortes, etc. Mais dès que on est sur un petit dérapage indiciel, dès que l'appétit pour le risque s'évanouit un peu, c'est les premières victimes de prise de bénéfices au profit d'une rotation sectorielle qui va vers des mauvais élèves du Air France, du Accor et autres dossiers accidentés corrélés Covid. Donc Sartorius, voilà, si je devais définir une zone en trend following, ce serait un retour sur les anciens records historiques, donc 420, testé de nouveau en juillet ici. Donc voilà, on a peut-être fait les 2 tiers du chemin. On a perdu 90 euros pour arriver à ce support, il en manque 40, 50. Donc c'est comme s'il restait un tiers de baisse à faire. Vous voyez ? Et là, si on revient à 420 sur Sartorius avec MM200 en soutien et qu'on travaille la zone et que ici, là, 420, 430, on n'est pas à 5 euros près, c'est une belle entrée. C'est une belle entrée sur repli significatif sur un dossier de qualité. Sofina, pareil, belle valeur, trend following depuis des années, est déjà dans une correction depuis un bout de temps et approche de sa MM200 vers 325 qu'on surveillera. Si vraiment ça part à volo, elle avait déjà fait comme certains dossiers un trou d'air pendant le Covid sous MM200, un trou d'air
sous MM200, ça donnerait 300 euros. Je me méfie un peu plus d'elle parce que, contrairement à toutes celles qu'on vient de voir qui étaient jusqu'ici haussières jusqu'à ces dernières semaines, elle baisse déjà depuis un mois. Donc ça veut dire qu'elle a une certaine faiblesse, un mois et demi. Donc plutôt que d'attendre MM200 sur cette dernière comme sur les autres, un trou d'air sous MM200 apparaîtrait plutôt comme une belle opportunité. Donc voilà pour les rouleaux compresseurs. Je pense qu'entre mon avis d'introduction plus ma lecture du CAC plus les rouleaux compresseurs, vous l'aurez compris, y a des rotations sectorielles qui s'opèrent. On a peut-être fait la moitié ou les 2/3 de consolidation légitime. Il reste peut-être encore du potentiel baissier. En tous les cas, quand on regarde le CAC, il reste de quoi perdre 4-5% relativement facilement à tout moment, ce qui permettrait à ces dossiers d'en perdre 10, ce qui nous permettrait d'être sur des super niveaux d'achat. Donc je pose la question ainsi, en quoi sommes-nous contraints, pressés de foncer à l'achat sur ces dossiers-là? On peut attendre qu'ils se stabilisent, qu'ils commencent à repartir, quitte à louper quelques pourcents, mais à ne pas acheter en pleine chute. Le fait de faire ça nous permet aussi, tant que ça baisse, de les laisser baisser et de se dire je vais les avoir plus bas. Voilà. Donc peut-être encore un petit peu de patience. On est sur des consolidations, mais on n'a pas encore atteint des gros beaux supports de moyen long terme horizontaux ou des MM20 ou des MM200. On va passer aux valeurs thématiques réouverture. Et donc c'est ce que je vous disais, pour moi il y a la moitié du potentiel haussier qui est réalisé. Accor était en tendance baissière, elle a réussi à se stabiliser ces 2-3 dernières semaines et depuis une semaine que les marchés jouent la réouverture, elle est déjà en hausse. Être sur ces dossiers-là en fait permet à court terme de ne pas perdre sur la baisse du CAC, voire même de grappiller si vous êtes rentré la semaine dernière en début ou en milieu de semaine. Donc ça permet de balancer un peu son portefeuille, de sortir des dossiers dont on vient de parler, les beaux rouleaux compresseurs, pour faire de la thématique, du stock picking. Après, je peux comprendre que voilà, le trader de court terme, lui, a tendance à faire ça. Sortir des bons élèves, aller sur les mauvais, jouer la thématique tourisme, etc. L'investisseur, lui, qui n'a pas envie de se casser la tête sur les marchés, qui globalement préfère rester investi à moyen terme sur des dossiers de qualité et ne pas aller à l'achat sur des dossiers de mauvaise facture, ce que je peux tout à fait comprendre, lui, il ne regarde même pas cette catégorie dont je vais vous parler, la thématique réouverture. Parce que la plupart sont fondamentalement ou techniquement des dossiers qui ne sont pas bons. Voilà. Qui peuvent bien évidemment reprendre de la hauteur si les indices stabilisent. Si la réouverture se fait, bien évidemment qu'il y aura encore des pourcentages à prendre, mais il y aura plus de pourcentage de hausse à prendre sur des bons dossiers si les marchés montent que sur ce type de dossier-là. Simplement à court terme, là depuis une semaine, il y a ce phénomène de rotation. On a déjà pour moi épuisé une bonne partie du potentiel et il y a encore, on a fait la moitié. Voilà, le mot d'ordre que j'ai à vous passer au début de cette sélection de titres, c'est qu'on a peut-être fait la moitié et qu'en cas de stabilisation ou de hausse du CAC, il y aurait une seconde moitié à prendre sur tous les titres de cette catégorie thématique réouverture. ADP, c'est la même chose. On était en tendance baissière. Depuis qu'on parle réouverture, boum, on a repris de la hauteur. On a fait un premier segment de hausse. Si on répercute plus ou moins le même segment, on se retrouve sur les plus hauts des derniers mois, sur les plus hauts de juin, autour de 130 euros. Voilà. Ce qui est problématique, c'est que c'est super dur de les attraper si on n'en a pas déjà. Et en plus de ça, foncièrement parlant, c'est pas les meilleurs dossiers de la cote. Donc ça, c'est à vous de voir fonction de votre style. C'est là où moi j'ai arrêté de dire ce qu'il fallait faire. Si vous faites du moyen terme sur des rouleaux compresseurs, il convenait d'avoir des stops, d'avoir pris des bénéfices, d'attendre des corrections et de les mettre à profit. Si vous êtes plutôt trader investisseur actif, vous pouvez aller sur ces valeurs-là, ADP, Air France, Airbus, etc. Mais il va falloir trouver des entrées et c'est plutôt sportif. Voilà. Air France, j'en ai parlé la semaine dernière quand elle a cassé son oblique. J'ai dit voilà, c'est un mauvais dossier fondamentalement parlant, mais à court terme, c'est la thématique réouverture. Depuis, on a pris 20% déjà. Prochain objectif sur Air France, c'est de revenir à 5 euros. Je pense pas que ça devrait être trop compliqué. Et pour ceux qui veulent voir à moyen terme, au cas où on reste bien comme il faut au-dessus des 4,50 retestés ce matin et au-dessus des mêmes 200, il y a encore un potentiel haussier vers 5,50, soit 15% de plus. Voilà, dans le meilleur des mondes. Après Beneteau, c'est différent, c'est un dossier de meilleure facture.
Et je voulais juste en parler comme valeur de trend following, plutôt haussière. Elle a testé ses plus hauts, ce n'est pas passé, mais ça permet peut-être de rentrer à l'achat sur repli éventuellement. Ou qui sait sur Truder, si on revenait vers MM200, vers 12,50, ce serait une belle opportunité sur un beau dossier. Après, on a quoi dans les valeurs réouverture? On a Alpes, Compagnie des Alpes. Alors là, on n'est clairement pas dans un bon dossier. Voilà, c'est très erratique à moyen long terme. Techniquement, c'est un peu compliqué. Voilà, on voit tout simplement cette thématique réouverture qui est jouée ici, comme elle avait été jouée, comme je vous le disais tout à l'heure, en novembre dernier, post-annonce du vaccin. Voilà, sur un titre comme Compagnie des Alpes, on espère un retour vers les plus hauts de juin, comme sur, je viens de vous le montrer, sur ADP par exemple, ou Accor. Elior, ça c'est un dossier que j'aime beaucoup, qui est très joli. On est repassé au-dessus des MM200. On a une belle recovery ici. On est dans de la restauration d'entreprise, réouverture égale business pour eux. On reprend de la hauteur. Il y a du volume, donc ça c'est pas mal du tout. Et là l'objectif c'est de viser les 8 euros, donc encore 15% de potentiel également. Pierre et vacances, alors là on est dans du dossier accidenté, mais sait-on jamais que tout le monde joue la politique, la thématique réouverture, etc. Peut-être que certains iront sur Pierre et vacances. Pierre et Vacances qui a peut-être pas énormément profité de cet été, Pierre et Vacances qui a restructuré ses comptes, qui a fait une augmentation de capital, bref, c'est pas un dossier fondamentalement qui est très bien noté, loin de là. J'espère bien évidemment que cette zone des 9 euros sera défendue et qu'elle permettra un rebond technique vers 10 ou 11 euros, c'est ce qu'on espère pour ceux qui sont dedans. Mais ça reste, voilà, pas très beau, les dossiers les plus baissiers ne sont pas forcément ceux qui rebondissent. Et puis Rolls-Royce, voilà, Rolls-Royce, thématique, pareil, réouverture, aviation. Ici aussi, superbe impulsion, on prend 30%, c'est pour ça que rentrer maintenant, j'ai un peu de mal. L'objectif théorique de celui qui est rentré ces derniers mois dans cette latéralisation, c'est de viser la zone de gap qu'on a laissée ouverte ici entre 170 et 182 à peu près. Donc ça voudrait dire, si tout se passe bien, voilà, 20-25% supplémentaires. Donc toutes les valeurs qu'on vient de voir, Accor, ADP, Air France, Beneteau, Compagnie des Alpes, Elior, Pierre et Vacances, Rolls-Royce, aviation, tourisme, restauration ou autre, c'est la thématique réouverture, ça a repris de la hauteur. En cas de remontée des indices, en cas de réouverture affichée, validée, si vous voyez ce mot apparaître de plus en plus dans l'actualité, eh bien il faut peut-être... avoir quelques positions sur le secteur. Si au contraire vous voulez pas toucher à ça, vous n'êtes pas court-termiste, vous constatez qu'on a déjà fait la moitié du chemin au minimum, eh bien vous laissez cela de côté aux traders de court terme. Et puis pour finir cette émission, on regarde quelques dossiers Phoenix, Trend Following, GLB. On commence avec Agrogénération, alors c'est vraiment petit et pas très liquide, c'est pas mon style, mais on me l'a demandé pas mal de fois, donc je m'exécute. C'est ultra baissier à long terme, ici on est dans du Phoenix potentiel. Je l'ai fait parce que justement on a fait la théorie du Phoenix la semaine dernière. On avait ici un Phoenix parfait avec une latéralisation des prix après une forte baisse qui a duré des années, un retour des volumes historiques, une forte hausse, la MM200 qui se met à monter, des cours qui deviennent réactifs sur MM200, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc c'est clairement haussier, on est clairement dans un Phoenix. Ceux qui veulent acheter sur repli espèrent un retour vers 0,1650 sur la MM200. Ceux qui veulent du signal attendent la cassure des 0,20, 0,2. Vu comme ils ont été travaillés ces derniers mois, en cas de cassure de cette zone, ça peut faire très vite bouchon de champagne. Ensuite... Airbnb, donc les locations d'appartements, de maisons partout dans le monde. Crise du Covid étant passée, voilà, le titre reprend de la hauteur petit à petit. On me demandait est-ce que ça peut être une GLB potentielle? Bien évidemment, ça peut être une GLB. Airbnb s'est coté en bourse l'année dernière, en décembre. On a fait un plus haut à 220$. Donc il faut prendre encore 20% pour aller chercher la GLB. Et si on casse ce seuil-là, c'est nouveau record historique.
et la théorie de la GLB s'applique, et donc du trend following dans la foulée. Donc voilà, si vous voulez anticiper de la GLB, c'est maintenant, sinon on attend gentiment qu'elle le fasse. On revient en France avec Boiron, là on est dans du Phoenix de moyen terme. Et ce que j'aime bien dans ce Phoenix-là, c'est que la baisse de ces dernières années est impressionnante, mais elle s'est faite à l'intérieur d'une dynamique haussière de très long terme. Boiron, ça cote depuis 30 ans. On est dans un canal haussier, voilà, on en était sorti par le haut, on l'avait réintégré, et autour des 30 euros, je m'étais réintéressé à ce titre-là. Vous voyez qu'on bloque à 45 sur la borne haute de ce canal d'ailleurs, hein. Et là, ce qui se joue, c'est de réussir à tenir au-dessus des mêmes 200, qu'on a testé d'ailleurs à pas mal de reprises ces dernières semaines. Donc l'étape 1 du trend following, du renversement, c'est des cours avec des impulsions haussières qui repassent graduellement au-dessus des mêmes 200. Et pour valider le Phoenix, il faut casser les 45 euros, en gros. Voilà. Donc pour l'instant, tendance haussière depuis le Covid, on essaie de rester au-dessus des mêmes 200. Important pour valider un Phoenix, casser les 44, 50, 45 euros. Bon duel, me semble-t-il, on n'est pas loin d'être dans la même chose. Ouais, c'est ça. 2-3 années de baisse, latéralisation à plat, on essaie de s'installer au-dessus des mêmes 200. Donc là aussi, on a un début de Phoenix. En tous les cas, ce genre de valeur est au tapis et semble avoir des acheteurs à chaque fois qu'elle fait un trou d'air autour des 20 euros. Donc c'est aussi sur ce genre de dossier qu'on pourrait moins perdre si les marchés baissaient de 5 à 10%. Puisque c'est des valeurs qui sont relativement basses, qui vont moins chuter comme des valeurs de croissance, des valeurs qui ont gagné 30, 40, 50% ces dernières semaines. Elle a moins à perdre en quelque sorte. Et c'est intéressant de les suivre parce qu'en cas de validation du Phoenix, ici cassure des 23,50 on va dire, y a un beau potentiel de reprise. On regarde le graphique en données hebdomadaires, bon duel, sur les 15 dernières années. Voilà, on a du niveau de prix ici à 25 euros, et là, la zone des 27, on est actuellement à 22, donc ça fait 20-25% de potentiel. Ensuite, du haut, Cabas qui sonne, tiens, on va regarder. Cabas, c'est une théorie du Phoenix et elle doit être en retour sur la même 200. Donc j'avais mis une alerte dessus. Hop. Donc là, on a eu la théorie du Phoenix, valeur baissière, stabilisation, sortie par le haut. Il y a deux niveaux de prix intéressants. Il y a le niveau de prix sur lequel on est actuellement, donc les 5,50 et la MM200 et les anciens plus bas plus haut. Et puis il y a vraiment, si vous voulez, pour moi, le niveau de prix majeur qui importe, c'est celui qui délimitait avant la zone du départ du Phoenix. Et la vraie zone pivot de long terme, elle est à 5 euros. Donc en fait, zone d'achat 1, on est dessus, 5,50. Et on préférerait effectivement que le titre reste au-dessus des mêmes 200 et continue en dents de scie jusqu'à repartir à la hausse. Mais vu que les indices sont un peu capricieux, on comprend aussi que c'est normal qu'il y ait une petite pression. Et s'il y a plus de pression, on peut revenir vers 5, 5,2 je dirais, parce qu'on ne revient jamais sur le chiffre rond, il vaut mieux s'arrêter à 5,10 ou 5,20. Donc après, c'est là aussi où, ne sachant pas, certains divisent leur position en achetant un bout à 5,50 et un bout à 5,20. Ça leur fait un prix de revient à 5,35 avec un stop sous les 4,80 et puis basta, on est sur de la small cap, on a un stop de plus de 10%, on l'accepte puisqu'on joue une recovery. Soit on aime faire du trend following et on laisse ces dossiers-là de côté, soit on aime bien faire de la recovery sur small cap et ce genre de dossier est intéressant mais plus erratique avec des stops plus larges mais des gains potentiels plus grands. Ensuite, Duolingo, ça c'est une GLB sur le Nasdaq, donc une valeur qui cote, qui dans les premières séances fait un plus haut, puis consolide, casse ce plus haut en force avec volume, derrière on travaille la zone et on démarre. Ici, ce qui serait génial pour celui qui veut en prendre un moyen terme, parce qu'il a étudié le dossier, c'est un ultime retour à proximité de la GLB entre 150 et 160 pour acheter sur ce pivot. Énergie, alors là c'est de l'espoir de théorie du Phénix. Énergie, ça reste très scabreux à très très long terme,
À moyen terme, ça se reprend depuis un an, mais c'est quand même pas fameux. On est en dessous des mêmes 200. On a une petite tendance haussière sur les derniers mois, mais on voit bien que c'est très fébrile. Donc franchement, je préférerais attendre qu'Energy repasse les mêmes 200 et recasse 6,35, 6,40 pour en acheter. Et ensuite, surtout, casser les 6,80. 6,80, là, il y aurait retournement, il y aurait cassure des plus hauts des derniers mois. On serait au-dessus des mêmes 200. Casser 6,80 serait un signal fort. Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, Serge Ferrari, c'est un phénix naissant. Tendance baissière, latéralisation, sortie par le haut d'un range avec des volumes. Là, c'est le genre de small caps qui, si les indices font des trous d'air, peut faire un trou d'air. Et là, concrètement, on s'est arrêté pile poil sur la zone de gap. Et si on s'arrête là et que ça repart, c'est extrêmement puissant. Mais s'il y a des trous d'air, des petites des turlupitudes, bon, je perds mes mots après 1 heure d'émission. Si on va à l'étage inférieur, voilà, il peut y avoir un trou d'air à 8,50. Donc pour certains, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, je vais mettre un ordre d'achat à 8,60, comme ça, s'il y a trou d'air, je rentrerai à super prix. S'il n'y a pas trou d'air, je la laisse faire sa vie. Et enfin Wavestone, là on est dans du trend following, long terme, cassure de plus haut historique. Forcément quand on travaille des plus hauts historiques, ça passe, on y revient, ça passe, on y revient. Ici on a une tendance haussière très puissante, on est allé très haut très vite comme sur plein de bons dossiers. On a une zone 1 de repli à 44 €, une zone vraiment d'opportunité d'achat de moyen terme, ce serait ici, sous 42 €. Entre 40 et 42, on consolide de 20% et on revient au contact de MM200 haussière. Voilà. Ça, c'est le plan parfait. On va très haut très vite, on consolide aussi vite, aussi fort que la montée l'était, et puis on reprend un rythme haussier, mais un peu plus calme. Tout ça pour dire que on a fait des consolidations, des respirations sur pas mal de titres, mais qu'il reste peut-être encore un peu de place. Donc soyez prudents, prenez votre mal en patience, rien ne vous presse. Fermez un peu les écrans, placez vos stops si vous en mettez, et si vous avez des liquidités, patientez. Plus le temps passe, plus ça baisse. Donc autant laisser le CAC 40 consolider, corriger. Et puis si on doit perdre 3, 4, 5, 7%, au moment où on serait à 6003 ou 6002 et que certains parleraient de fin du monde, là, ceux qui ont des liquidités sur des MM200, sur des super rouleaux compresseurs, pourront se placer à l'achat avec de bons points d'entrée, ou en tous les cas, des entrées sur lesquelles il y aura des réactions, quitte à ce qu'on les casse derrière. Et donc en entrant sur ces zones-là, on a rapidement des stops à zéro, on a rapidement un money management qui fait qu'on annihile, on fait baisser le risque. Voilà, j'étais très content de vous retrouver, j'espère que ça vous a plu, que c'était compréhensible, que je ne me répète pas trop. Après le but est de bien faire comprendre tous les mécanismes, ça me permet de bien les appréhender aussi. C'est donc du jus de cerveau que je vous ai livré, c'est vraiment des réflexions par rapport à tout ce que je lis, ce que j'entends, ce que je vois. Et je vois que pour l'instant, il y a quelques catalyseurs baissiers qui pèsent, qui pourraient encore peser, et donc nous donner de super points d'achat. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, où que vous soyez, une bonne semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous.